Alors juste quelques mots sur Floa, comprendre qui on est, du coup pour mieux comprendre nos usages autour de l'IA, pour après qu'on puisse bien rentrer dans le sujet autour de l'éthique, de l'explicabilité, de la confiance. Floa, donc on est une fintech bordelaise, on est à peu près 500 collaborateurs et en gros on est dans tout ce qui est autour de l'univers du paiement et du petit crédit. Donc c'est vraiment d'accompagner, que ce soit pour des commerçants, des e-commerçants qui vont proposer des solutions de paiement fractionné, soit de proposer à des utilisateurs des crédits, travailler avec des fintechs qui vont eux-mêmes utiliser nos services, nos produits vis-à-vis de leurs clients. Et donc, on a, pour donner une idée globale, l'année dernière, on a financé à peu près 2,8 milliards d'euros de production de crédit. On a à peu près 4 millions de clients qui sont essentiellement en France et on est en train là, de s'ouvrir à l'international depuis quelques mois avec des activités en dehors de la France qui sont donc en Belgique, en Espagne, au Portugal et en Italie. Et donc, on a été racheté par le groupe BNP Paribas en 2022, il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, c'est vraiment pour donner la picture un peu globale sur Floa et donc mieux comprendre qu'un de nos enjeux principaux, c'est de se dire... quand on reçoit une demande de financement pour un paiement fractionné, pour un crédit, est-ce que je l'accepte ou pas? Est-ce que je le finance ou pas? Et donc, on a un vrai sujet de l'utilisation d'algorithmes, d'intelligence artificielle pour cette prise de décision. Donc, actuellement, on a à peu près une quarantaine d'algorithmes en production sur cette partie, on va dire, étude de risque de solvabilité. Autour des cas d'usage data, on a plein d'autres choses sur de la fraude, sur du marketing, sur de la connaissance client, sur du partage de données, sur du calcul de cashback, sur de la gestion de ressources opérationnelles. Là, on va se focaliser vraiment sur cette partie autour du scoring d'octroi, du risque d'impayé. Et donc, pourquoi une quarantaine de modèles? Finalement, ça veut dire un peu beaucoup. En fait, c'est de se dire que pour chacune des demandes de financement qu'on va avoir plein de spécificités en termes de data, parce qu'on a des produits qui sont différents, des parcours qui sont différents, des partenaires qui sont différents. Et donc, c'est d'essayer d'avoir ces modèles-là qui nous permettent à la fois d'avoir une robustesse d'un point de vue statistique, mais aussi de prendre en compte les spécificités d'un point de vue data. Donc, ça, c'était vraiment pour donner on va dire la big picture sur nos usages autour de l'IA, autour de la data. Et donc, on était très heureux d'avoir été invités pour partager autour de nos travaux, de nos réflexions autour des sujets de l'éthique de l'IA. Donc, qu'on va aborder en deux parties. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est en préparant un peu cette présentation et ces échanges, c'est aussi de prendre un peu du recul, de regarder ce qui peut se faire. Et on a beaucoup parlé de l'importance de l'explicabilité, de l'éthique. Je pense que c'est des choses qui sont revenues. On a donné des exemples. Tout à l'heure, Dunia a parlé de l'exemple d'Amazon sur la partie job posting. Récemment, Meta a eu un même problème, je crois, sur Facebook, avec des problèmes justement pareil de gender bias sur la façon dont ils présentaient les offres de job. Il y avait eu des sujets sur la reconnaissance faciale qui étaient plus ou moins performantes en fonction des couleurs de peau. Il y avait dans le domaine du crédit, quelques années en arrière, Apple et Goldman Sachs qui se sont fait épingler parce que la limite de crédit qu'ils octroyaient à leurs clients n'était pas la même en fonction il y avait un gender bias qui était apparu finalement et qui avait été justement reporté. Donc on parlait tout à l'heure de boucle rétroactive, c'était aussi un exemple dans lequel il y a un biais qui a été détecté, ça a été reporté par différents utilisateurs, ça a été pris en main par le régulateur et retravailler ensuite avec les acteurs concernés. Et ce qui est hyper intéressant dans ce sujet-là, c'était de regarder aussi sur l'explicabilité comment on peut finalement prendre un peu de recul sur ce sujet. Et ce qui était intéressant quand j'ai commencé à regarder ça, c'est que j'ai vu aussi qu'il y avait tout un tas d'études qui avaient un peu ce parti pris un peu provocateur presque, qui est de dire est-ce qu'on n'a pas des attentes qui sont trop hautes vis-à-vis de l'IA quand on parle d'explicabilité et d'infaillibilité? Parce que finalement, quand je parle à un humain, je n'ai pas toujours compris pourquoi le raisonnement qu'il a fait, pourquoi il a pris cette décision. J'accepte une certaine fallibilité de la personne que j'ai en face de moi. Et est-ce qu'on a une notion de double standard qui apparaît vis-à-vis de l'IA? Et donc, il y avait un certain nombre de papiers de recherche, vous ne pourrez pas forcément lire pour ceux qui sont au fond, mais qui reprennent un peu cette théorie avec des exemples, par exemple sur les voitures autonomes, se dire si on ne parle plus dans les médias de tous les milliers de morts qu'il y a sur la route, par contre, un accident avec l'intelligence artificielle, tout de suite, on a un vrai problème. Et ce qui est intéressant, c'est pas du tout d'y répondre aujourd'hui, mais c'est en tout cas de se poser la question de jusqu'où on doit aller dans l'explicabilité finalement. C'est aussi de se dire qu'il y a pas mal d'études qui ont démontré que nous, humains, on a tendance à penser qu'une décision qui vient de l'IA est plus objective qu'une décision qui vient d'un humain. Et donc, on a aussi, nous, une attente qui est plus forte. Et c'est ça aussi qui peut justifier qu'on ait un besoin qui soit plus fort en termes d'explicabilité et en termes de performance. Et ce qui était aussi intéressant, en continuant un peu justement le fait de rechercher un peu ce qui se fait, c'était de se dire
est-ce que jusqu'où on doit aller dans l'explicabilité et est-ce qu'un modèle doit toujours être explicable? Et j'ai trouvé il y avait un papier de recherche qui était assez intéressant d'un chercheur de Stanford qui est de côté médecine et qui comparait en fait l'utilisation d'un modèle d'IA à l'utilisation de médicaments. Et il disait un médecin quand il prescrit un médicament, il y en a des milliers dans son portefeuille, il ne sait pas comment il fonctionne. Il fait confiance au système avec à la fois l'industrie pharmaceutique et la FDA aux États-Unis, enfin tous les organismes de régulation pour dire ce médicament, il a suivi un process qui est long et qui est coûteux, qui fait que j'ai confiance dans l'utilisation de ce médicament, même si je ne comprends pas comment il marche. Je sais quels sont finalement quel est le diagnostic, je sais quels sont les outputs, mais je ne vais pas comprendre comment il va fonctionner. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que ça soulevait aussi la question de pour qui l'IA doit être explicable. C'est-à-dire que finalement, lui, ce qu'il dit, c'est pas des black box, personne n'y comprend rien, on fait confiance aveugle. Le truc, c'est finalement, je vais faire confiance à des experts qui vont travailler sur un modèle, à des organismes de contrôle qui vont vérifier finalement que le processus a été suivi. Et derrière, moi, je vais pouvoir faire une confiance presque aveugle, comme je l'ai dans un médicament, dans ce modèle-là, et je ne vais pas avoir besoin qu'il soit explicable pour moi. Et j'avais trouvé que cette réflexion, elle était intéressante, c'est de se dire, quand on parle d'explicabilité, on parle d'explicabilité pour qui? Et c'était un point qui était intéressant. Et un autre point qui était assez intéressant, c'est dans les travaux de recherche de Microsoft, ils ont démontré aussi que on peut avoir parfois un sens de false trust sur des personnes en fait à qui on a exposé différents modèles d'IA et qui en fait avaient tendance à moins détecter des erreurs pour des provenants de modèles qui leur semblaient plus interprétables que sur des modèles qui leur semblaient plus black box. Et là aussi, c'était intéressant de se dire, nous en tant qu'humains, on a parfois un faux sens de réassurance autour de l'interprétabilité. C'est ce que Benoît disait tout à l'heure. Nous, en tant qu'humains, un arbre de décision, s'il y a plus de 3 branches, on ne peut plus l'interpréter en fait. On n'y arrivera pas, c'est cognitivement pas possible. Et c'est vraiment d'essayer de trouver ce juste milieu entre l'interprétabilité, l'explicabilité et comment la confiance intervient dedans et de se rendre compte qu'il y a parfois une décorrélation entre l'explicabilité et la confiance. Je peux faire confiance dans quelque chose qui n'est pas explicable, je ne peux ne pas avoir confiance dans quelque chose qui est explicable. Et ça, c'est un cas d'usage où nous, on reviendra, qu'on a vécu chez Floa. Et on peut aussi avoir l'impression de faire trop confiance finalement à quelque chose parce que ça me paraît plus explicable. Donc voilà, c'était un peu remettre le contexte autour de ça. Finalement, ce que j'en retiens, c'est 3 choses. La première, c'est que ce qu'on met derrière l'IA et l'éthique de l'IA, c'est déjà très compliqué. Dounia en parlait aussi tout à l'heure, c'est comment je définis et comment je l'appréhende. Et c'est quelques exemples prouvent. Le deuxième, c'est l'explicabilité, oui, mais comment, jusqu'où et pour qui? Et je pense que c'est des questions qui sont intéressantes, voilà, de ne pas juste dire oui, dans l'idéal, tout doit être le plus explicable possible. Mais concrètement, on sait que c'est aussi très compliqué à mettre en place. On l'a vu au travers de tous les exemples précédents. Et donc, voilà, jusqu'où je vais et pour qui je dois réussir à être explicable. Et puis le troisième, c'est, et ça c'est la présentation d'aujourd'hui le montre bien, c'est vraiment sur comment on a une approche qui est holistique et collective sur ce sujet, parce que c'est pas chacun dans notre coin qu'on va réussir à craquer ça. Et c'est comment on renforce les échanges entre pairs, c'est comment on a une approche avec le régulateur, comment on a une approche qui est constructive entre public-privé, avec l'académique, avec la recherche, et c'est quelque chose qui est assez important. Voilà, c'est un peu ces 3 points finalement en introduction qu'on retient de ces papiers-là. Et donc nous, chez Floa, sur ce dernier point qui est la collaboration entre la recherche et l'entreprise, depuis 1 an, on est mécène de la chaire IA de confiance des universités de Bordeaux. Et donc c'est vraiment travailler aussi avec eux sur ces problématiques-là. Benoît en parlait tout à l'heure sur le sujet de l'interprétabilité et finalement comment, à partir d'un modèle IA un peu black box finalement, je peux réussir à travailler sur une méthode d'encadrement qui me permette en fait d'avoir un modèle qui soit finalement assez facilement explicable, qui soit construit de telle sorte que s'il me dit oui, c'est que, donc je prends l'exemple d'un octroi de crédit, hein, s'il me dit oui, mon IA m'aurait dit oui, s'il me dit non, mon IA m'aurait dit non, et en fait mon IA je vais l'utiliser que si je ne sais pas si c'est oui ou non, et ça me permet en fait d'encadrer un peu cette prise de décision, de mieux l'expliquer. Donc voilà, c'est des thèses, des travaux de recherche qui sont assez intéressants, qui nous permettront nous de grandir là-dessus. Et donc on va parler, donc Virginie rentrera un peu plus dans le détail sur quels sont les outils, quelles sont les mesures qu'on va utiliser autour de l'explicabilité par rapport aux solutions qu'on a pu mettre en place, que ce soit l'explicabilité locale ou globale, ou alors régionale, je crois que tout à l'heure était le mot employé, mais qui est de se dire comment je peux expliquer la décision sur une demande, mais comment aussi je peux avoir une approche un peu globale autour de l'explicabilité de mes modèles. Et pour finir, moi l'exemple que je voulais vous parler, c'était par rapport à la confiance, finalement, en entreprise. Là, on parle d'explicabilité, on parle d'éthique.
il y a un point qui est aussi assez important, c'est la confiance. C'est comment en fait je vais travailler avec des personnes qui n'ont pas un profil data, qui n'ont pas un profil technique, pour qu'ils fassent confiance aux décisions qui vont être prises par l'IA. Et ça a été quelque chose d'assez intéressant, ça a été un cheminement un peu qu'on a eu, et j'ai mis un peu les trois cadres là. Le premier, je vais y revenir, c'est comment en fait on arrive en entreprise à créer un cadre pour justement tester ces intuitions que les équipes, que les domaines métiers, business peuvent avoir. Comment on peut essayer en fait d'avoir ce dialogue, parfois même d'arriver à mettre la personne en face à ses contradictions, mais aussi comment on peut tester justement des intuitions qu'on va pouvoir avoir. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que la reconnaissance externe donne une forme de légitimité interne. Et alors, en l'occurrence, ça avait été très bien capturé par la Fondation de Bordeaux qui l'avait mis dans le pitch un peu de dire la communication externe sert à renforcer en fait la confiance au sein de votre entreprise, ce qui est vrai. Et donc, c'est aussi comment finalement on arrive à là aussi avoir ces échanges en dehors de chez Floa pour acquérir cette légitimité, cette reconnaissance. Et puis le troisième point, et Virginie reviendra, donc je vais passer très vite, c'est comment j'arrive à avoir cette confiance qui dure dans le temps. C'est très bien d'avoir la confiance sur mon modèle quand il vient d'être mis en production. Comment j'arrive à maintenir cette confiance à un niveau élevé dans le temps. Et donc sur le premier point, l'exemple dont je vais parler, c'est finalement comment j'arrive à amener le métier à faire confiance à un modèle. Nous, donc j'ai repris une citation de Sartre, la seule façon d'apprendre, c'est de contester. Donc on a beaucoup appris. Et parce que ça a été de se dire, on a mis en production finalement des algorithmes sur la prédiction de risque d'impayé. Le business, il va faire une analyse sur une variable et il va dire, je comprends pas, là on voit bien que si je prends une décision sur cette variable, je vais fortement discriminer mon risque d'impayé. Et donc on va commencer à rentrer dans un cheminement et on a fait l'exercice d'aller jusqu'au bout, justement, de jouer le jeu de cette contestation, de dire, ok, creusons ce raisonnement, amenons-le jusqu'au bout pour voir ce que ça donnerait. Sachant que d'un côté, on avait donc ce que nous on avait développé, qui était un modèle gradient boosted tree sur ce cas-là, donc avec quand même plutôt robuste, avec 200 arbres de décision et à peu près 23 millions de données. Donc un truc assez costaud, mais qui dépasse complètement ce qu'on peut nous concevoir en tant qu'humain. Et on avait de l'autre côté de se dire, ouais, mais moi, quand je fais mon analyse, je vois bien que ma variable 1, elle est hyper importante, et selon cet axe-là, je ne comprends pas que ces demandes-là, finalement, on les a acceptées. Donc moi, je propose qu'on fasse un arbre de décision dans lequel on dit, en fonction de ma variable, soit ma variable, elle est là-dedans et j'accepte, soit elle est, l'inverse, là-dedans, j'accepte, et là, je refuse. Et puis après, quand même, il se dit, bon, ouais, c'est vrai, mais par contre, on avait aussi vu que selon la variable 2, on avait aussi une forte discrimination en fonction du risque d'impayé. Et si ma variable 2 elle est supérieure à x, je sais bien que d'un point de vue impayé, c'est quand même très bon, alors que d'un point de vue, si elle est inférieure à x, là, je sais que j'ai un fort risque d'impayé. Donc, quand même, on va la rajouter dans la décision pour affiner un peu et pas être trop brutal. Et puis, en fait, il va se dire, oui, mais quand même, en fonction du montant de panier, s'il me demande de financer 500 € ou 5000 €, c'est quand même pas pareil. Donc, je vais quand même rajouter cette variable-là, parce que ça va me permettre d'être un peu plus fin. Et puis après, il va dire, ah oui, mais quand même, c'est pas pareil si telle ou telle variable va prendre une valeur différente. Et en fait, en poussant le raisonnement un peu jusqu'au bout, et ça s'est arrêté à peu près à la 4e branche, finalement, le business s'est bien rendu compte qu'il était en train de refaire un score, un arbre de décision. Alors, humainement compréhensible encore. Bon, quoiqu'à cette étape-là, ça commence à être très compliqué, mais on va dire jusqu'à l'étape d'avant. Et en fait, en poussant un peu l'exercice jusqu'au bout, la contestation jusqu'au bout, ça nous a en fait beaucoup aidé dans ce cheminement de gagner la confiance et en fait de se dire, ok, je conçois que moi en tant que personne, je vais pas réussir à avoir l'aptitude de me dire, ouais, mon modèle il est appris sur 250 variables. Alors elles sont pas toutes retenues dans le modèle, mais mon apprentissage est fait sur 250 variables. Moi, en tant qu'humain, je conçois, j'y arriverai pas. Et c'est pas parce que je vais réussir a posteriori à voir, en croisant selon une variable, que j'ai une forme de discrimination, que c'est la seule variable que je dois utiliser. Donc voilà, c'était un exemple qui me semblait important sur cette partie un peu plus orientée sur la confiance et aussi la décorrélation que ça peut avoir avec l'explicabilité, puisque les travaux que nous, on peut mener par ailleurs sur l'explicabilité ne sont pas forcément ce qui va rendre le truc explicable aux équipes business. C'est l'exemple du professeur Matin à Stanford de tout à l'heure. Voilà, et donc là, l'idée, c'était de laisser Virginie rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qu'on a mis en place aussi chez Floa sur ces problématiques-là. Je te laisse avancer sur la flèche. Alors, un des problèmes qu'on a, effectivement, j'en ai discuté avec certains d'entre vous, c'est faire un score, c'est bien, c'est censé servir du business, mais si j'y rajoute de l'éthique, est-ce que je baisse pas mon business? Et du coup, à un moment, il faut prendre des décisions. Un score, la définition, c'est discriminer. Et en fait, si on discrimine, on n'est pas éthique. Donc, il y a aussi un problème.
Donc on a pas mal de sujets autour de ça et je veux bien que tu avances. Le problème, c'est, OK, on a cette problématique d'éthique, on a cette problématique de scoring. Maintenant, comment on fait pour, essayer de prendre le sujet dans sa globalité? Donc on a d'abord, travaillé, quelques-uns dans l'équipe à réfléchir au sujet, globalement. Donc on s'est dit: «Bah, d'abord, il y a une problématique de réglementation, on n'a pas le choix». On a, ce IA Act européen qui va être imposé dans quelque temps. Il faut y répondre. On a aussi des processus risques réglementaires, hein. On a parlé de la CPR tout à l'heure, donc il faut savoir qu'en banque, tout est réglementé et forcément, quand l'IA Act s'appliquera, la CPR va nous surveiller sur cet axe-là. On a aussi des enjeux sociétaux, évidemment, Sébastien en a parlé, la confiance dans l'usage de l'IA est très importante. Et on a aussi une démarche interne de RSE, de responsabilité sociétale. Lorsqu'on on octroie un crédit, il faut que le client puisse le rembourser. Certes, on va l'aider à faire son achat, mais on ne veut pas non plus le surendetter. Donc il y a une décision à prendre. Et on a aussi, je le répète, la possibilité de profiter du mécénat qu'on a, ce partenariat avec la chaire de recherche sur l'IA de confiance qui tombe à pic puisque voilà, ça fait 1 an et on renouvelle cette année ce partenariat et on a justement cette problématique de confiance. On a aussi un engagement personnel de l'équipe qui est OK, on fait du crédit. Parfois en soirée, quand on dit qu'on travaille chez Floa et qu'on fait du crédit conso, la réponse du copain d'en face est ah, toi, tu endettes les gens. Donc il faut s'en sortir, arriver à avoir des éléments positifs pour rassurer que oui, certes, la personne prend un crédit, mais quelque part, il y a beaucoup de personnes qui sont bien contentes de pouvoir avoir une facilité de paiement sur la machine à laver qui vient de casser le mois où il faut payer ses impôts. Voilà. Donc être équitable dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, donc ça tombe bien, c'est plutôt pratique. Voilà, donc quelques rapports thématiques sur lesquels on s'appuie évidemment pour respecter l'IA Act. C'est tout ce qui est proportionnalité, innocuité. Bon, ça, je rentrerai dans le détail après. Évidemment, tout ce qui est équité, on est en plein dedans. Et la non-discrimination, avec cette problématique du mot discriminant qui est un score est fait pour discriminer. Donc, il faut s'en entendre. La transparence, l'explicabilité et la responsabilité, redevabilité, j'en parle aussi un petit peu après, c'est effectivement être responsable. C'est ce que font mes data scientists. Ils sont responsables dans les modèles qu'ils présentent et qu'ils créent. Donc les premières approches qu'on a eues chez Floa, on a décidé de découper un petit peu le sujet avec ces 5 thématiques. Nous aussi, alors j'ai pas mis le petit panneau, mais c'est work in progress aussi. Hein. Quelle que soit la définition de l'éthique, pour valider, on va dire, ce respect de l'éthique, à un moment, il faut un peu d'objectivité dans le sujet. Le problème, on l'a vu, la définition de l'éthique, c'est rattaché à son propre ressenti, finalement à la façon dont on a été éduqué, à la société dans laquelle on vit. Donc c'est difficile d'être objectif sur ces sujets-là. Donc on a un premier élément, c'est essayer de mettre de l'objectivité là-dedans. En tant que statisticien, on sait qu'on a pas mal de choses qui peuvent justifier un chiffre, une statistique, un biais, une dérive, etc. Donc on essaye de s'appuyer vraiment sur des éléments chiffrés. La première réflexion qu'on a, c'est quels sont les indicateurs qu'on va mettre en place pour confirmer un non-biais de sélection. Ensuite, on a des thèmes éthiques qu'on souhaite suivre, respecter par rapport à un rapport de modèle d'équité. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir un rapport qui sortirait peut-être tous les mois, peut-être tous les trimestres, c'est à voir justement par rapport aux variations de nos modèles, et qui prendrait les quelques KPIs qu'on voudrait voir, ne pas bouger et respecter l'équité qu'on veut y mettre. On a toujours évidemment la chaire IA de confiance qui nous accompagne dans ce domaine-là. Et on veut travailler, et on le fait déjà, l'explicabilité de nos modèles prédictifs. C'est de toute façon la régulation qui nous l'impose, mais on doit encore y travailler, puisque plus le temps passe et plus nos modèles sont compliqués et forcément plus difficiles à expliquer. Et en plus, comme Sébastien l'a dit, on en a plus de 40 en production avec 1500, 1600 paramétrages, donc le temps d'expliquer tout ça, ça sera peut-être pas faisable, mais on va y travailler. Et enfin, communiquer, parce que c'est aussi important de montrer que, en tant qu'organisme de crédit, on a cette volonté de respecter la société et d'avoir cette équité. Donc, quelques définitions, on va dire, de ce qu'on appelle les fairness criteria en bon français. L'équité, donc les biais dans les données, on en a un petit peu parlé. Lorsque vous travaillez sur un modèle de scoring, alors je ne sais pas s'il y a des data scientists dans le public, les biais dans les données, c'est peut-être travailler sur de l'information qu'on a pris sur l'intégralité, par exemple, de notre portefeuille, j'entends par là l'international. On
a à peine commencé notre business sur l'Europe, donc en dehors de la France, sur l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et on va avoir un modèle de données où 80% ou 90% de l'information est finalement le mode de consommation français et les 10 ou 20% qui restent sur le reste de l'Europe. Et on va faire nos premiers modèles et là, on va s'apercevoir que finalement, il n'y a pas beaucoup d'informations pertinentes sur les informations en dehors de la France. Et du coup, on peut avoir comme premier biais de dire j'enlève les données extérieures, parce que de toute façon, qu'ils soient français ou européens, ça ne change pas grand-chose, donc j'enlève l'information. Et puis je travaille comme ça, et à un moment, je m'aperçois que finalement, peut-être qu'à l'international, les modes de consommation sont 2 fois plus élevés ou 2 fois plus faibles, parce que le contexte social du pays en question est peut-être très différent de celui de la France. Et on aura masqué ce comportement parce que 80 ou 90% de nos données sont françaises. Donc ça, c'est très important, le biais, de bien signifier que toutes les données sur lesquelles on travaille, il n'y a pas de biais de représentativité. Ces biais-là peuvent se faire par l'analyse de sous-population. On travaille avec un outil qui s'appelle Dataiku, mais il y a plein d'autres outils qui sont utilisables en ce sens-là. Et on a la capacité aussi, dès lors qu'on fait de la data préparation sur les échantillons d'apprentissage, de pouvoir faire des analyses de sous-population. Donc on prend évidemment sur des éléments très pertinents et liés à l'équité, et on peut analyser des sous-populations et vérifier qu'il n'y a pas de biais et une bonne représentativité. La transparence et l'explicabilité, on en a parlé, donc on travaille aussi sur des méthodes de documentation de plus en plus automatisées, puisque finalement ce sont beaucoup des chiffres qui viennent du modèle lui-même, qui vont venir expliquer les choix qu'on aura faits sur les variables à retenir et aussi les tests qu'on aura faits sur les modèles créés. La participation et la diversité, je pense que la photo de mon équipe parle d'elle-même. On a quelques anecdotes là-dessus où on avait encore, alors ça date un petit peu, mais comme ça je peux me permettre d'en parler. On avait dans nos parcours de souscription, il fallait cocher la civilité, donc monsieur, madame ou mademoiselle, puisqu'à l'époque ça existait. Et on avait fait un modèle qui utilisait la civilité, ma foi. Et sauf que moi, j'étais mademoiselle à l'époque. Et je l'ai très mal pris. Donc nous, on a très vite enlevé la civilité, mais peut-être entre guillemets grâce à moi, parce que je me suis sentie visée et que quand j'ai testé, moi, ça ne marchait pas parce que j'étais mademoiselle. Donc voilà, bon, évidemment, ce n'était pas le seul critère, mais c'est des choses comme ça où la diversité de l'équipe va venir mettre des warnings sur certains sujets auxquels tout le monde n'aura pas pensé. Où j'en suis, tac, tac. Responsabilité et réparation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on demande aussi à nos data scientists de surveiller leur modèle. C'est-à-dire, quand un data scientist met un modèle en production, il a tout un suivi à faire. Alors, nous, on le fait plutôt au mois. Ça dépend de la cinématique, de l'usage et puis de l'inertie qu'il peut y avoir sur certains modèles. On parle de data drift ou de modèle drift pour ceux qui connaissent. Et du coup, on regarde à la fois la variation de la population en entrée et la variation des résultats du modèle. Et là-dessus, on est en train du coup de développer des indicateurs spécifiques sur l'équité. Donc évidemment, on a le rapport homme-femme. Voilà, je rentre un petit peu plus dans le détail après. Et le domaine dans lequel l'IA s'exécute est aussi important. Je pense qu'il faut en tenir compte dans la réflexion globale sur l'équité. Quand on parle de crédit, oui, il faut de l'équité, mais faut-il accepter les mêmes crédits à quelqu'un qui gagne 1 200, 1 300 euros par mois et à quelqu'un qui en gagne 5 ou 6 000? C'est une vraie question. Est-ce que là, il faut de l'équité? Et est-ce que l'équité de donner le même montant à tout le monde est vraiment équitable? Voilà. Et la sensibilité du contexte aussi peut être importante dans le cadre du biais des données. Je rentre un peu plus dans le détail aussi après. Lorsque on capte l'information, il faut être sûr que la façon dont vous avez capté l'information pour sourcer votre training est bien équivalent au moment où vous allez mettre en production. Notamment, nous, on travaille en temps réel. Est-ce que la donnée est bien récupérée de la même façon? Et est-ce qu'il n'y a pas de transformation de l'information? Et du coup, vos modèles s'appliqueraient différemment de ce que vous avez pu apprendre juste par le transfert d'informations, par le transfert des données. On peut parler des proxys, là aussi. Donc, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Donc, l'identification, l'exploitation des biais, on est en train de travailler effectivement sur ces parties-là. Les échantillons non représentatifs, les échantillons mal équilibrés, ça, c'est deux choses importantes. Et la collecte de données dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est quelque chose pour lequel on communique beaucoup avec le marketing, l'équipe digitale, etc., puisqu'on travaille 100% en ligne. C'est très important que la donnée sur laquelle on a appris soit bien récoltée, a été récoltée de la même façon qu'elle est récoltée en temps réel au moment où on met en application notre modèle.
Donc aujourd'hui, dès lors que, par exemple, un parcours change, un parcours de souscription change, ne serait-ce que juste d'inverser peut-être 2 pages de souscription où, on a des tranches de revenus et à un moment, on va vouloir changer les tranches de revenus pour que ce soit plus, mobile compliant ou je ne sais, quelle solution. Là aussi, c'est très important puisque l'information qui va nous venir ne vient pas dans le même ordre, n'est peut-être pas, cadrée de la même façon et ça aussi, c'est très important dans la stabilité des modèles et du coup, l'équité qui en ressort. Donc, quelques pistes concrètement qu'on a grâce à l'outil Dataiku. Donc, j'ai fait quelques copies d'écran, mais peu importe. Les solutions qu'on est en train d'affiner avec eux, c'est tout ce qui est plugin dans l'outil lui-même qui va calculer des indicateurs de variation dans les données qui vont peupler le score et dans les résultats du score. On a, si je parle de vrai positif, faux positif, c'est bon? Ouais. Donc, on a par exemple des mesures qui vont aller vérifier la proportion de vrais positifs et faux positifs sur un critère particulier. Donc ça, moi, je suis assez persuadée de la pertinence de cet indicateur-là, qui est très objectif et qui va pouvoir du coup justifier un modèle d'équité sur certaines données. Donc, on est en train d'affiner ça pour essayer d'avoir des coefficients qu'on puisse suivre dans le temps et des variations qui soient acceptables. L'autre système, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les subpopulation analysis, où là, on va aller prendre une population, une sous-population, et on vérifie que quel que soit le modèle appliqué, dans le temps, il n'y a pas de déformation et on a bien toujours la même chose. La subpopulation analysis, c'est aussi très utile pour expliquer les modèles. On peut beaucoup plus facilement expliquer le résultat d'un modèle en partant d'un petit volume, à condition qu'il ait été consciemment construit, et qu'on peut tout expliquer. Bon, c'est la conclusion, alors on va essayer de la faire où tu le fais. Ce qu'on voulait retenir au final, c'était ce qu'on disait sur la complexité de définir et d'appréhender l'éthique de l'IA. Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce que c'est? Comment on la présente? Comment on l'appréhende? Comment on la mesure? C'était aussi de se dire que c'est important d'avoir une approche qui soit collective et holistique là-dessus, et c'est pour ça qu'on est hyper content d'être là aujourd'hui, d'avoir des réflexions qui soient globales, de surtout pas partir sur un sujet un peu bille en tête, chacun dans son coin, mais de se dire, voilà, ça va être un gros travail de complémentarité entre les régulateurs, les acteurs du privé, du public, de la recherche sur ces sujets-là. Le troisième point, c'est sur la nécessité de prendre en compte ces sujets-là en fait à toutes les étapes du projet. On en a parlé tout l'après-midi, mais c'est vraiment de se dire c'est comment j'élimine au maximum les biais en amont et comment je mesure les impacts négatifs en aval et toute cette partie boucle de rétroaction là-dessus sans compromettre la performance. C'est un peu cet équilibre-là à trouver, c'est ce qu'on disait, c'est jusqu'où je dois aller dans l'explicabilité, pour qui, et donc de définir, on va dire, ces curseurs-là sans tomber dans une forme de binarité. Et le quatrième point qui nous a beaucoup aidé, c'est aussi l'intérêt de construire en interne finalement un cadre qui va vous permettre de tester des intuitions, qui va permettre d'aller jusqu'au bout sur certaines contestations, sur certaines objections qu'il peut y avoir, d'aller au bout de l'exercice et finalement au fur et à mesure de gagner cette confiance avec les autres stakeholders de l'entreprise. Voilà, merci pour votre temps et n'hésitez pas si vous avez des questions.